Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Je te retrouve aujourd'hui avec un nouvel épisode et une nouvelle invitée, puisque cet épisode est une interview de Safia Ayad. Je suis très heureuse de recevoir Safia aujourd'hui sur ce podcast. Je pense que certains, peut-être beaucoup même d'entre vous, la connaissent déjà puisqu'elle a commencé sur YouTube il y a maintenant 8 ans. C'est une des créatrices de contenu que je suis en fait depuis plus longtemps. Et voilà, Safia a beaucoup évolué ces 8 dernières années pour aujourd'hui se définir comme coach de santé, professeur de yoga et toujours créatrice de contenu. Donc forcément, Safia étant dans le bien-être, faisant le même métier que moi, de coaching et de professeur de yoga, je ne pouvais pas ne pas la recevoir. Aussi parce que voilà, je suis super alignée avec sa vision, j'aime beaucoup sa façon d'entreprendre, j'aime beaucoup ce qu'elle transmet sur les réseaux et d'une image de l'entrepreneuriat qui change, qui est douce, qui est alignée, qui est à l'écoute d'elle-même, qui est voilà vraiment accordée avec son travail aussi de bien-être. En tout cas, c'est l'impression que j'en avais de l'extérieur. Donc, effectivement, je suis allée vérifier, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. J'ai proposé à Safia de venir, elle a gentiment accepté. Et donc, je vais te laisser avec cette interview. J'ai absorbé ses paroles pendant 1 heure. C'était dur pour moi de la couper parce que je pense qu'on aurait pu discuter encore pendant des heures. Et bref, je voulais vraiment que cette interview t'apporte beaucoup en bien-être, évidemment. Je pense qu'en plus c'est très intéressant parce que les conseils qu'elle va te donner, les pistes qu'elle va te donner sont des pistes dont moi je parle peu sur Bien dans ta boîte, donc ça donnera une vision complémentaire. Que ça va t'apporter en changement de prisme en fait, un changement de paradigme, de se dire qu'il y a peut-être d'autres façons d'entreprendre qui sont possibles, qu'il y a peut-être d'autres organisations au quotidien qui sont possibles et qui sont compatibles avec des business qui fonctionnent sans pour autant nécessiter que tu t'arraches et que tu souffres et que tu stresses et que etc. Et bien sûr que tu mettes ton bien-être au second plan. Et en termes de douceur évidemment, puisque Safia est vraiment incarnation de la douceur et de la sérénité. Dans cet épisode, tu vas retrouver évidemment le sommaire dans la description, dans l'article de blog associé, si tu es sur le site de Bien dans ta boîte. Dans les grandes lignes, on va parler évidemment de bien-être au travail des entrepreneurs, ça va sans dire. On va parler d'alimentation et de l'importance que ça a concrètement dans ton quotidien d'entrepreneur. On va parler d'habitudes sportives, alimentaire, etc. On va parler de spiritualité et en quelle mesure cette spiritualité elle est compatible avec le business. Est-ce qu'on doit la garder dans la sphère privée? Est-ce que ça peut nous aider? On va parler de mission de vie. Elle va te parler même de thème astral. Enfin voilà, c'est vraiment cette idée de on va changer un peu des dogmes qu'on a l'habitude de voir dans l'entrepreneuriat. Elle va te parler évidemment de son quotidien et de comment elle mixe son bien-être avec son travail d'entrepreneur et puis aussi son statut de maman. Bref, elle va te parler de plein de choses. Donc sur ce, je vais pas prendre la parole plus longtemps parce que plus longtemps, c'est pas très français. Plus longtemps. Je vais te laisser avec l'interview. Juste avant que l'on commence, je t'invite à nous rejoindre sur le groupe privé Facebook. À l'heure où je t'enregistre cette intro, on est 638 précisément, je crois, entrepreneurs et futurs entrepreneurs sur le groupe, pour échanger, pour reconstruire nos réussites, pour nous soutenir quand ça va moins bien, et puis pour célébrer quand ça va bien. Donc voilà, je t'invite à venir nous retrouver sur le groupe privé Facebook, le lien est pareil dans la description, dans l'article de blog associé. Et je te laisse écouter Safia. Bonne écoute. Bonjour Safia, merci de venir répondre à mes questions pour le podcast de Bien dans ta boîte. Je suis très contente de t'accueillir ici aujourd'hui. On va parler de ton parcours, on va parler de bien-être forcément, puisque bien-être au travail, puisque c'est aussi ton quotidien aujourd'hui. Est-ce que déjà tu pourrais commencer par te présenter, toi, ton activité et ton parcours? Bonjour Laura, merci de me recevoir. Je suis très contente d'être là avec toi aujourd'hui. Du coup, je m'appelle Safia, j'ai 30 ans et je vis à Barcelone. Bon, je suis française, je vis à Barcelone depuis 5 ans. Et mon métier aujourd'hui, alors je suis coach, prof de yoga, créatrice de contenu. Enfin, j'ai plein de métiers différents qui pour moi en fait sont très complémentaires les uns avec les autres.
J'ai commencé il y a presque 8 ans à travailler sur les réseaux sociaux. Alors que j'étais étudiante, j'étais en master communication et j'ai commencé à travailler sur YouTube, enfin à faire des vidéos sur YouTube vraiment pour le fun, à partager mes tenues du jour, à partager comment je me maquillais, comment je me coiffais, ce que je mangeais, etc. Et au bout de 2 ans, c'est devenu mon métier. J'ai fini mon alternance, j'ai fini mon master et c'est devenu mon métier à temps plein. Et puis après, ça a été comme ça crescendo, en évoluant de plus en plus. Et en même temps, il y avait toujours cette idée de à quoi je sers, quel est mon but, quelle est ma mission, est-ce que ce que je fais c'est réellement utile. Et plus j'ai grandi, plus j'ai mûri, plus j'ai fait de choses et plus j'ai précisé en fait. Et c'est comme ça que je suis devenue coach. Donc aujourd'hui, j'accompagne des femmes dans leur développement personnel, dans la quête de leur équilibre, de leur harmonie, tout ça. Je suis devenue prof de yoga, c'est très complémentaire. Donc on parle yoga, méditation, spiritualité, tout en gardant cet aspect très réseaux sociaux et très création de contenu pour que ça puisse servir à un maximum de personnes et qu'il y ait toujours du contenu qui puisse être accessible à tout le monde. Donc voilà, mes journées s'articulent vraiment comme ça entre toutes ces activités-là. Très bien. Et alors, tu as commencé justement un peu à l'évoquer, tu as déjà eu plusieurs vies entrepreneuriales, YouTube, avec une association, YouTube de ton côté, une marque de lingerie avec ton conjoint, ton métier actuel, enfin bon, donc t'as eu plein de vies entrepreneuriales, tu vas pouvoir nous raconter tout ça, mais déjà de ton expérience, pour toi, ça a été quoi les grands enjeux en termes de bien-être au travail? En fait, je trouve ça hyper intéressant de parler du bien-être au travail, quand on arrive en plus à avoir une espèce de... On peut regarder un peu en arrière ce qui s'est passé. Parce que quand j'ai commencé il y a 8 ans, où je me rappelle, j'étais à l'école ou en entreprise la journée, et le soir je rentrais et je faisais mes vidéos, et le week-end je sortais pas avec mes potes parce que le lendemain il fallait que je me lève tôt pour faire mes vidéos, et en fait je vivais YouTube, tu vois, tout le temps, et donc j'avais pas vraiment de moment pour souffler. Et je me rends compte que c'est ce qui a fait aussi que j'ai grandi aussi vite sur les réseaux sociaux, mais c'est aussi ce qui m'a épuisée en quelque sorte, parce que j'ai beaucoup donné sur une période très courte. Et je crois que le bien-être au travail, c'est de savoir gérer son énergie. Parce que quand on est jeune, et particulièrement sur les réseaux sociaux, dans les startups, enfin dans tout ce qui est très dynamique dans ce genre-là, on a envie de tout donner tout de suite à fond, on voit les résultats, c'est mesurable, on est motivé par tout ça. Et en fait, on se rend pas compte que notre capital énergétique, au fur et à mesure, il s'amenuise, et on devient de plus en plus fragile et de plus en plus fatigué, et on peut tomber aussi dans des retranchements qui sont pas très chouettes, des surmenages, des burn-out, tout ça. Et donc en fait, c'est le fait d'avoir vécu ces surmenages, d'être tombé assez bas, qui m'a fait prendre conscience que on a besoin d'un temps pour souffler, quelle que soit la démarche entrepreneuriale que l'on ait. Je crois que le plus important, c'est de savoir prendre le temps pour faire un peu de pause, tu vois, appuyer un peu sur le bouton pause pour pouvoir se régénérer et pouvoir continuer, parce que l'entrepreneuriat, c'est long et fastidieux, et si tu veux aller loin, t'as besoin aussi de pouvoir te régénérer tout au long de la route et de pas tout donner tout de suite et penser que ça va être toujours comme ça, tu vois. Donc aujourd'hui, c'est ça que j'essaie aussi de mettre en place et de conserver, d'avoir toujours des moments où je peux souffler et respirer, parce que sinon je pourrais pas continuer en fait. Et c'est vachement intéressant parce que comme tu disais, tu peux maintenant nous dire ça avec le recul de 8 ans d'entrepreneuriat. Mais je me mets aussi à la place de nos auditeurs, auditrices qui, eux, sont peut-être au début de leur entrepreneuriat depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, qui ont la tête dans le guidon, qui t'écoutent et qui se disent « Oui, Safia, je sais que tu as raison, mais j'arrive pas à décrocher parce que, tu sais, il peut y avoir un peu cette angoisse tacite de se dire « Ok, j'entends, mais si je lâche, je vais perdre l'opportunité, je vais perdre des clients, je vais passer à côté de quelque chose. » Qu'est-ce que tu aurais à nous donner là-dessus? En fait, la réussite, elle se mesure pas à 3 heures de temps libre dans la semaine. Tu vois? C'est pas parce que tu apprends ton mercredi après-midi pour aller respirer tranquille, pour aller avec tes potes, pour aller te promener, pour faire ce que tu veux, pour faire de la peinture, pour je sais pas, un truc qui te régénère et te nourrit, que tu vas pas réussir. Au contraire,
ces 3 heures de temps ou cet après-midi que tu auras pris pour toi, elle va te permettre de te nourrir réellement et de pouvoir repartir de plus belle le lendemain matin, et donc d'être à fond, d'avoir beaucoup plus d'être beaucoup plus disponible, de pas être dans cette énergie toujours très yang, très de je fais, je donne, j'avance, mais de plus rééquilibrer avec de la douceur, et je sais ce que c'est parce que j'ai été workaholic, j'ai été genre il faut que je travaille 10 heures par jour, 12 heures par jour, et il faut que je tienne mes plannings, etc. Oui, il faut. Mais en même temps, dans ce planning-là, je dois toujours m'octroyer des moments pour souffler, tu vois, et pour respecter mon rythme. Parce qu'il y a des gens on a tous un rythme qui est propre et qui est différent, et on a plus ou moins besoin de ce temps pour souffler. Mais de manière générale, c'est important de pouvoir couper, de pouvoir se dire, pas forcément que samedi, dimanche, on travaille pas, parce que dans l'entrepreneuriat, on n'a pas des semaines de 5 jours à faire du 9h, 18h, c'est pas du tout ça. Mais c'est plus se dire, voilà, tel jour, tel après-midi, je sais que là, je mets rien et je ferai ce que je veux pour moi pour pouvoir repartir de plus belle le lendemain. Et j'essaie de me placer justement, de mettre à la place de ceux qui démarrent et qui sont, comme tu dis, la tête dans le guidon, ou même je me revois il y a 5-6 ans, si on m'avait dit ça, j'aurais dit oh mais en fait c'est pas possible, j'ai trop de choses à faire, j'ai pas le temps. Tu sais pas ce que je vis au quotidien. Sauf que moi aussi en fait j'ai beaucoup de choses à faire, en plus de ça je suis maman, je l'ai pas précisé au tout début. Mon fils il a 2 ans, donc je viens de vivre les 2 années les plus chargées de ma vie. Et pour autant, c'est réellement ce qui m'a sauvée et ce qui m'a permis de tenir le cap. Et si les 6 premières années de ma carrière professionnelle, j'ai souffert, entre guillemets, pas tout le temps, mais il y a eu des moments un peu de creux ça a été difficile, c'est parce que je savais pas m'octroyer des moments de repos et de pause. Si j'avais pu faire ça, me placer des vacances, tu vois, se dire cette semaine-là, coûte que coûte, je travaille pas. Si j'avais su faire ça au début de ma carrière professionnelle, j'aurais pu vivre mes premières années pro beaucoup plus sereinement. Alors c'est vrai qu'on peut aussi peut-être préciser dans la carrière qui était la tienne et qui est certainement pas la majorité des nôtres, qu'il y a, j'imagine, beaucoup de difficultés liées aussi à la notoriété sur les réseaux sociaux. Alors c'est très naïf ce que je dis, mais moi de l'extérieur, je me dis que t'as sûrement dû aussi avoir affaire à des commentaires pénibles, peut-être à des gens pas toujours bienveillants, ou peut-être à des gens qui sont tellement fans de ce que tu fais qui étaient peut-être un peu étouffants. Enfin, j'imagine que avoir de la notoriété sur les réseaux sociaux, c'est pas évident tous les jours non plus, quoi. Non, c'est pas évident, et en même temps, bon, on apprend à gérer surtout le négatif, on apprend à le gérer et à ce que ça nous coule dessus. C'est pas du tout naturellement, moi ça m'a fait beaucoup de mal, hein. Au début c'était très dur à appréhender, mais après j'ai compris que ça n'avait pas de valeur. Par contre, quand on reçoit du positif, et c'est quand même ce qui ressort le plus, ça nous booste d'autant plus. Donc en fait, on a envie d'en faire encore plus et on a envie de donner encore plus. Et si on n'est pas à ce moment-là capable de dire ok, je vais donner, mais d'abord je vais me donner à moi-même, me souffler comme je dis depuis le début, on sera plus en mesure de donner aux autres qui méritent et à qui on a envie d'offrir notre travail. Donc ouais, ça cette ambivalence ça peut me booster, mais en même temps ça peut aussi, si je fais pas le travail moi-même, m'emmener à ces surmenages et à ces moments de doute où je me dis oulala, genre je sais plus qui je suis, attends dans quelle direction je vais, et on est un peu perdu, quoi. Donc toujours se rappeler qu'on a besoin de temps pour soi, quoi, pas toujours être vers l'extérieur. Et tu l'as un petit peu mentionné, mais effectivement, j'ai cru comprendre d'interviews précédentes que t'as fait dans d'autres podcasts que j'ai écoutés, qu'il y a un petit garçon qui est arrivé il y a 2 ans et qui a changé ta façon de voir les choses et de travailler. Est-ce que tu dirais que ta maternité, ça a été vraiment déclencheur d'une nouvelle façon d'entreprendre? Bah ouais, mais j'ai pas eu le choix, en fait. et je le remercie lui, je remercie la vie, enfin je sais pas à qui je dois remercier, parce que en fait, j'ai eu mon fils il y a 2 ans, donc ça faisait 6 ans que je travaillais sur les réseaux sociaux.
Et ça faisait 6 ans que je travaillais comme une dingo et que je travaillais en plus avec mon chéri. Donc on était vraiment dans cette atmosphère de on pose pas de jours de vacances. Les seules fois où on part à l'étranger, c'était pour travailler. Enfin, tu vois, où on travaille le samedi, le dimanche. Enfin, on était vraiment dans une routine qui était pas bonne du tout sur le long terme. Encore une fois, ça peut être une routine à court terme pour lancer des projets et on a besoin de mettre beaucoup d'énergie à ce moment-là. Mais sur le long terme, on a besoin de retrouver un rythme plus stable et plus humain. Et puis mon fils est arrivé et là tu te rends compte qu'en fait tu peux plus travailler 10 heures par jour, que tu peux plus vraiment prévoir quoi que ce soit à long terme parce que tu sais pas en fait si demain il sera pas malade ou si demain toi-même tu seras pas KO ou tu vois, tu peux plus trop, donc tu vis plus au jour le jour. Et je me rappelle de cette frustration qui naît aussi en même temps quand t'es entrepreneur et que t'as eu l'habitude de ne vivre que pour toi ou de faire les choses que selon tes règles et où là il y a un être qui arrive et qui dépasse tout et en fait il y a cette frustration de punaise, je peux plus travailler autant, je peux plus créer autant, on va m'oublier. Moi en plus sur les réseaux sociaux j'avais cette crainte, tu vois, de disparaître. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entrepreneurs. Attends, si je peux plus travailler, j'existerai plus, tu vois, ou ma marque, elle ne va plus pouvoir grandir, ou mon projet va plus pouvoir grandir aussi bien. Et en fait, je crois que, au contraire, une fois que j'ai accepté et accueilli cette frustration, ça m'a permis de trouver un rythme qui était plus sain. Et d'aller à l'encontre de ce qu'on nous propose tout le temps, du plus, et d'aller plus doucement pour mieux faire. Alors oui, les bases étaient déjà là, ça fait déjà 6 ans que je travaille sur les réseaux sociaux, donc j'avais pas à construire from scratch, quoique j'ai quand même changé de carrière, mais c'était plus, ok, je vais prendre le temps de savoir exactement dans quelle direction je veux emmener ma carrière, ou ma société, ou ma marque, prendre le temps de faire les choses step by step et arrêter de courir en fait. Parce que de toute façon, je peux plus courir parce que j'ai mon fils qui est là et qui a besoin de moi. Et donc, je peux plus travailler 10 heures par jour. Donc, si déjà je travaille 3 ou 4 heures par jour, ça sera super. Et ça m'a donné beaucoup de sérénité. Ça m'a vraiment beaucoup apporté. Et pour autant, je suis beaucoup plus épanouie aujourd'hui qu'avant. Ouais, avant de passer à la question suivante, je tiens à dire que je suis vraiment ravie d'avoir sur ce podcast un autre son de cloche qui n'est pas toujours celui de il faut travailler plus, il faut faire plus de chiffre d'affaires, il faut avoir plus de clients, il faut plus quoi. Et on avait déjà reçu Arnaud en décembre et qui était qui est lui aussi prof de yoga et qui était aussi dans cette optique-là, et je trouve que c'est vraiment rafraîchissant en fait dans un milieu très business d'avoir d'autres visions de il y a d'autres schémas qui existent et ça peut fonctionner. Mais oui, parce que finalement c'est quoi le but de si on vient dans cette vie-là, c'est pour faire quoi? C'est pour être bien, c'est pour être heureux, c'est pour être en harmonie, c'est pour être c'est pour grandir, pour s'épanouir, c'est pas après l'épanouissement pour certains passe par la réussite sociale, financière, économique, ça je l'entends. Mais je crois pas que ce soit une réalité, même sans parler spiritualité, je crois pas que ce soit une réalité d'un point de vue sociétal aujourd'hui, que de vouloir toujours faire plus, créer plus, consommer plus, vendre plus. En fait, il y a un moment où la planète, la vie, tout ça, là, tout cet environnement va nous dire d'aller nous faire voir et de revenir à des choses beaucoup plus essentielles. En fait, moi, j'étais dans cette quête du plus. Je suis issue d'une famille très modeste, donc à partir du moment où j'ai gagné ma vie et correctement et même très bien ma vie grâce aux réseaux sociaux, c'était un peu waouh, qu'est-ce qui m'arrive, c'est super, cette année je fais X de chiffre d'affaires, ce serait bien que l'année prochaine je fasse un peu plus, sans pour autant m'être une acharnée parce que j'ai jamais été très attachée à l'argent, mais je voyais que c'était possible, donc ça me paraissait logique. Et puis après je me suis dit, en fait, de combien j'ai besoin par mois réellement? Ou par an, parce que quand on est en société, on travaille tous un chiffre d'affaires annuel, mais en fait, si je gagne ça, je suis bien. Et ma famille est bien, et je peux faire des choses pour nous, et je peux m'épanouir, et surtout, si je gagne cet argent en faisant du bien autour de moi, en étant utile, en rendant service, et en nourrissant le grand tout, le monde, et en étant, en ayant un impact positif sur la vie des gens, c'est juste ça, en fait, qu'il me faut.
j'en ai rien à fiche d'avoir une énorme voiture et de toutes les semaines aller à l'autre bout du monde. En fait, ça me sert à rien, ça. Moi, ce qui compte, c'est que au jour le jour, je sois heureuse, équilibrée, épanouie, et que surtout, ce que je fasse, ça ait du sens, quoi. Alors justement, on va parler bien-être puisque c'est le sujet du bien-être au travail, mais aussi parce que c'est ton métier et que nous faisons les mêmes métiers en plus de coaching et de yoga, donc c'est très intéressant d'avoir la vie des consoeurs. Et donc en l'occurrence, tu accordes toi une grande importance à l'alimentation, t'en parles beaucoup, c'est quelque chose d'important pour toi. Et j'aimerais bien que tu nous partages, que tu partages à nos auditeurs auditrices, en quoi pour toi l'alimentation c'est important justement dans son business. En fait, il y a plusieurs choses. L'alimentation, c'est... En fait, le business, il tient à quoi? Il tient aux personnes qui le run, tu vois. Ça dépend de qui est à la tête, de l'énergie que les personnes ont et veulent mettre dans le business. Et donc, de quoi ont besoin ces personnes-là d'un point de vue physique? Elles ont besoin de se sentir bien dans leur basket, de se sentir en équilibre, d'être ok, tu vois. Et c'est là qu'entre en jeu l'alimentation, dans la mesure où, d'un point de vue purement physique, on parle même pas de l'énergétique qui pourrait être un autre point, mais d'un point de vue purement physique, quand tu te sens bien dans ton corps, tu ressens une espèce de sécurité, de pouvoir, de pouvoir très sain, hein, je suis capable de faire les choses, je suis capable d'avancer, j'ai confiance en moi. Et c'est à ce moment-là que je trouve intéressant d'avoir une alimentation qui nourrisse réellement le corps. On mange pas, en fait, on se nourrit. On nourrit le corps et on lui donne ce dont il a besoin pour que, sur la durée, eh bien, il soit en mesure de nous accompagner dans tout ce qu'on entreprend. Et en fait, se nourrir, c'est comme entreprendre. C'est pas quelque chose qu'on va faire sur une année et puis après terminer. C'est un truc sur le long terme. Donc, il va falloir qu'on ait du fuel et de l'énergie sur le long terme. Autant on va faire plein de petites actions pour mener à bien notre entreprise, autant on va se nourrir au fur et à mesure du temps de manière cohérente et correcte pour que notre corps il puisse suivre et nous accompagner. Et d'un point de vue plus énergétique, tout ce qu'on ingère, que ce soit l'alimentation, que ce soit ce qu'on boit, même l'air qu'on respire, d'un point de vue énergétique, ça va circuler, tu vois. Ça va nous donner, ça va participer à notre aura, ça va nous donner la disponibilité énergétique dont on a besoin. Et ça aussi, ça va avoir un réel rôle dans notre capacité entrepreneuriale et dans notre rôle au travail. Et là, on parle de l'entrepreneuriat, mais même si on était salarié, ça aurait un rôle à jouer. Donc, ce que je mange, ça va participer à qui je suis. Et donc, qui je suis, ça va participer à ce que je vais faire dans mon boulot. Donc, si je veux que ma société, elle réussisse, je peux pas me permettre de manger que de la merde tous les jours parce que finalement, je vais être énergétiquement très faible et très bas. Et puis, sur le long terme, mon corps, il va pas suivre, en fait. Donc, j'essaye de combiner un peu tout ça. Donc, toi, t'es plutôt influencée, entre guillemets, par l'approche ayurvédique, si je ne me trompe pas. Moi, l'ayurveda fait partie de... En fait, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus juste parce que l'ayurvéda, donc c'est la médecine traditionnelle indienne, nous rappelle qu'on est tous individuellement uniques. On a effectivement, il y a les doshas, donc c'est un peu l'énergie qui circule le plus en nous, pour faire simple. Il y a 3 types de doshas. Est-ce que c'est plus l'air? Est-ce que c'est plus le feu? Est-ce que c'est plus la terre? On a souvent des combinaisons un petit peu de 2 doshas. Et je trouve que c'est très vrai parce qu'en fonction de notre quantité d'air, notre quantité de terre, notre quantité d'eau en chacun d'entre nous, eh ben on va fonctionner d'une façon ou d'une autre façon. Et l'Ayurveda, elle nous rappelle ça, elle nous rappelle que ce qui fonctionne pour l'un ne fonctionnera pas forcément pour l'autre, tu vois, parce que ta pote ou ta sœur ou ta mère, elle mange ça et ça lui va bien, que toi c'est pareil, en fait, parce que ta constitution est pas la même et que du coup t'as des besoins qui sont différents. Et là, on parle que de l'alimentation, mais l'Ayurveda, c'est tellement, c'est un style de vie, donc on peut appliquer l'Ayurveda dans plein d'autres choses. Mais réellement, je pense que l'Ayurveda, c'est intéressant de s'y pencher, simplement pour comprendre que ce qui est juste pour moi, ce sera pas forcément juste pour toi. Et donc, j'essaie donc j'oublie un peu de tous les livres qu'on nous rabâche, le régime keto, le régime sans sucre, le régime ci, le régime ça. Non, en fait,
le régime qui moi me va, c'est le régime de Safia Ayad, c'est pas le régime qui a été écrit dans les livres. Et l'Ayurveda m'a appris ça en fait. Donc réellement c'est très intéressant cette approche-là. Il y a un truc qui me vient en t'écoutant parler, parce que moi je suis plutôt branchée diététique chinoise, donc il y a pas de grand profil, on va dire, même s'il y a énormément de choses en commun évidemment, mais est-ce que on pourrait pas lancer un concept de business associé au dosha? Ce que je veux dire par là, c'est que est-ce qu'il y a pas, tu vois, si t'es très très pitta, très très feu, est-ce que effectivement un business X pourrait peut-être plus te convenir que si t'es très vata et que t'es toujours en train d'avoir 45 idées la seconde, tu vois. C'est possible, mais en même temps tu peux pas juste résumer à ton dosha, tu vois. Parce que déjà, c'est rare d'être unidosha. En général, on a une combinaison de 2 doshas et en plus, ce qui est intéressant, c'est que ça va en variant dans la vie. Tu vois, tu nais avec une constitution et puis ensuite elle évolue au fur et à mesure de ta vie. Donc ta constitution d'aujourd'hui, elle sera peut-être pas la même que dans 5 ou 10 ans. Ouais. Donc c'est difficile de se projeter, de dire je vais monter un business parce que je suis vata, je vais monter un business sur le mouvement parce que moi j'ai besoin de je suis comme ça, je vais très vite, etc. Non, peut-être que dans 5 ans t'auras eu un truc qui te sera arrivé et t'auras ton kapha qui sera remonté à fond et donc tu seras hyper ancré, hyper posé, hyper presque dans quelque chose de l'enracinement complet, etc. Donc ça me paraît un peu dangereux cette idée. Bon, j'ai raté un concept alors. Est-ce que justement ça fait une bonne liaison puisqu'on a parlé un peu d'Ayurveda, etc. Est-ce que tu pourrais nous parler d'outils bien-être qui gagneraient à être un peu plus connus par les entrepreneurs? Je pense par exemple, tu te formes en astrologie. Là j'ai vu hier justement sur Instagram, tu parlais de thème astral, si je dis pas de si je dis pas de bêtises. Est-ce que ça par exemple pour toi c'est un outil qui pourrait nous aider au quotidien dans notre bien-être? Ouais, je trouve que il y en a 2 qui pour moi sont très puissants, il y a un peu des révélations. Il y a le thème astral, effectivement. Donc le thème astral, c'est la représentation graphique de la position des planètes et des astres au moment de notre naissance. Donc on a besoin de savoir la date, l'heure et le lieu de naissance. Si on n'a pas l'heure exacte, il y a quelques informations qui seront pas communiquées, mais on peut quand même avoir plein d'autres informations. Et en fait, ça te permet de comprendre avec quels outils t'es né. Tu vois, parce que ça suffit pas de savoir que t'es lion. Par exemple, moi je suis lion, mais tu peux mettre 10 lions les uns à côté des autres. Bon, ils auront certainement des choses en commun, mais ils auront aussi énormément de choses qui seront différentes. Parce que ce qui est intéressant, c'est de savoir où était placée la Lune, où était placé Mercure, où était placé Vénus, Jupiter, Mars, etc. Et en fait, tout ça, ça te donne une espèce de boîte à outils, de savoir, ok, t'es né avec ça, t'en fais ce que tu veux maintenant. Et de savoir ça permet aussi de faire la paix un petit peu avec la vérité qu'on nous a proposée lors de notre éducation. Parce qu'on est tous élevés, où on nous propose une vérité, on dit voilà, la vie c'est comme ça, la vérité de tes parents c'est ça, la réalité de tes parents c'est ça, leurs convictions, leurs valeurs, etc. Donc on se forge par rapport à ce que nos parents nous ont proposé et qui est très juste aussi. C'est pas absolument pas une remise en question. Je suis moi-même maman, donc je sais que je vais proposer une vérité à mon fils qui sera pas forcément la sienne. Et en fait, de découvrir son thème astral, ça permet de faire le comparatif, de dire ok, il y a cette vérité qui m'a été proposée toute mon enfance, mon adolescence, toute ma vie, et en même temps il y a ça qui est traduit dans ce thème astral, et ça résonne vachement en moi. Et j'en parlais avec une des filles que je coachais là ce matin justement. Parce que je lui racontais que moi j'avais une forte influence de Cancer dans mon thème. Et Cancer, c'est la maison, c'est le home sweet home. Tu vois, c'est vraiment le fait d'avoir un cadre, une routine, une maison bien rangée avec un mari, des enfants. Enfin, c'est un truc comme ça. Donc, et pour autant, moi j'ai été élevée seule par ma mère, qui est un peu une hippie avec une vie bohème. On savait pas où partir en vacances 2 jours avant d'y aller. Enfin, tu vois, c'était très libre, très vata. Oui, c'était très vata, ouais. C'était très, très vata. Et en fait, toute mon enfance, je me disais, punaise, mais non, mais ma mère, elle me propose ça, mais je sens au fond de moi que j'ai envie d'autre chose. Mais il y a cette espèce de conflit, tu vois, quand tu grandis, où tu dis, mais ma mère, elle me propose ça, mes parents me proposent ça, mais pourquoi moi, je ressens pas que c'est ça? Et donc, tu te mets à te poser des questions. Jusqu'à ce qu'on me traduise mon thème astral et qu'on me parle de ce Cancer qui était très fort dans mon thème.
et je me dis ah bah voilà, ce que je ressentais c'était vrai, c'était pas genre un conflit avec ma mère, absolument pas, c'était juste écrit, c'était logique, c'est un truc qui fait partie de moi, j'ai besoin de ça. Et aujourd'hui c'est ce que j'essaye de construire, d'autant plus depuis que je suis maman, où j'essaye d'avoir un cadre. Et le fait d'avoir d'ailleurs travaillé depuis longtemps sur les réseaux sociaux, ça m'a pas aidé à avoir un cadre. Parce que les réseaux sociaux, ça va très très vite. Donc, c'était encore très bata. Mais voilà, tout ça pour dire que le thème astral, c'est un très beau point de départ. Et le deuxième, c'est le Human Design. Alors ça, c'est un peu moins connu. Le Human Design, ça se base sur les mêmes informations que le thème astral. Mais ça nous donne un complément d'information où vraiment ça va traduire presque notre vie au fur et à mesure des étapes. Il y a encore plus d'informations. Moi, je suis pas experte en Human Design, mais on m'a traduit mon Human Design. Et en fait, ça m'a expliqué plein de choses supplémentaires sur ma manière de fonctionner, sur les grandes étapes de ma vie. Tu vois que jusqu'à 30 ans, ça se passait comme ça pour moi. Après, il y avait jusqu'à 50. Et puis après, à partir de 50, il allait y avoir ça. Que, par exemple, j'avais besoin d'une plage de repos par jour qui était forcément plus importante que pour d'autres personnes. Et ça, c'est un truc qui est complètement à contre-courant de la société moderne, tu vois. À quel moment c'est normal de dire, bah, moi, je travaille 4 heures par jour? C'est clair. Non. C'est pas classique du tout. Et pour autant, moi, je vous le dis, dans mon idéal, je travaille 4 heures par jour parce que je sais que j'ai besoin des 4 autres heures pour me régénérer et pour pouvoir ensuite être disponible pour les personnes que j'accompagne, tu vois. Et en fait, le Human Design, tu traduis plein de choses comme ça. Il faut vraiment être accompagné d'un spécialiste du Human Design pour comprendre, même le thème astral, hein, mais, et ces deux outils-là, dans tous les cas, ils te donnent comme le pouvoir. C'est-à-dire que ils t'apprennent rien, hein. Ils t'apprennent pas, c'est juste qu'ils te disent que t'as le droit de voir les choses autrement. Et que t'as le droit d'avoir ta propre vérité. Donc ça te redonne un certain pouvoir et une certaine confiance en toi pour pouvoir ensuite créer à ta façon et faire les choses comme bon te semble et entreprendre avec ton énergie. Et pas forcément en restant dans les schémas classiques que l'on connaît et qu'on nous a proposés peut-être dans notre enfance, tu vois. Et donc du coup, parce que tu dis dans l'idéal je travaillerai 4 heures par jour. Donc du coup, ça me fait te poser la question de est-ce que tu arrives à tenir ces 4 heures par jour ou est-ce que justement aujourd'hui c'est pas encore tout à fait ça? Non, parce que toutes mes journées sont différentes et c'est vrai qu'il y a des semaines où j'ai beaucoup de coaching individuel et du coup c'est compliqué de ne faire que 4 heures alors que parfois j'ai 2 coachings dans la journée, plus mes rendez-vous, plus monter mes vidéos, faire mes photos et écrire mes newsletters. Enfin, tu vois, en fait, ça rentre pas dans 4 heures. Donc les semaines où j'ai des coachings individuels, je sais que je vais travailler beaucoup plus. Mais du coup, les semaines où j'ai pas de coaching individuel, là, je redescends un petit peu en pression et je ralentis le rythme et j'en profite pour aller me régénérer, aller à la mer, aller en montagne, passer du temps toute seule aussi parce que je fais un métier où je donne beaucoup, donc j'ai besoin aussi d'être seule. Et ça a aussi été beaucoup traduit dans mon Human Design, donc ça m'a rassurée. J'ai arrêté de penser que j'étais associable, je le suis pas, mais c'est juste que il y a plein de fois où j'ai envie d'être toute seule et donc tu dis c'est bizarre aussi d'avoir envie d'être seule. Mais en fait non, c'est pas bizarre, ça fait partie de ma personnalité. Mais effectivement, ces 4 heures par jour, c'est un idéal et c'est quelque chose que je me fixe, mais c'est pas toujours réalisable. En tout cas, aujourd'hui, je travaille très rarement le week-end et ça c'est une grande avancée pour moi. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques conseils entre guillemets, parce que comme ça va être très général, voilà, mais pour nos entrepreneurs qui nous écoutent, qui sont sûrement débordés et qui vont nous dire que mettre en place des habitudes alimentaires et sportives, c'est trop compliqué, ils ont pas le temps, etc. Ah oui, ça, moi aussi, j'ai été la reine de j'ai pas le temps. Et je me rappelle de mon premier copain, j'avais 15 ans. Je lui disais tout le temps, j'ai pas le temps. Donc c'est vraiment un truc de toute ma vie, hein. Aujourd'hui, j'ai 30 ans et déjà, il y a 15 ans, mon mec de l'époque me disait, mais tu dis tout le temps que t'as pas le temps, dis plutôt que tu prends pas le temps. Déjà, à l'époque, il avait mis le doigt sur un truc, le gars. Effectivement, c'est pas qu'on n'a pas le temps, c'est qu'on prend pas le temps. On a tous 24 heures dans une journée. À nous de voir comment on veut occuper ces 24 heures. Il y a plusieurs axes. Déjà, il y a l'axe de combien de temps je consacre à dormir et combien de temps je consacre à être actif.
Parce qu'il y a il y a des théories qui disent qu'il faudrait qu'un adulte dorme 7 à 8 heures. Oui, il y a des gens, 5 heures ou 6 heures, ça leur suffit. Ça dépend vraiment beaucoup de l'heure à laquelle tu te couches, de ta constitution, de la période de l'année. En été, on n'a pas forcément besoin de la même quantité d'heures de sommeil qu'en hiver. Bref, c'est à étudier, c'est à tester, à voir les différentes possibilités. L'autre chose, c'est de mettre réellement des routines où, quoi qu'il arrive, ça se fait. C'est-à-dire que, par exemple, quoi qu'il arrive, à 6h30, on se lève parce que on veut avoir 1 heure tranquille le matin pour faire des trucs pour soi avant que nos enfants se réveillent ou avant qu'à 7h30 on parte au travail, tu vois, pour donner un exemple. Moi, c'est un truc que je fais. Je sais que quoi qu'il arrive, à 6h30, il faut que je sois debout pour avoir au moins 1 heure tranquille à faire ce que je veux. Je peux travailler, je peux faire du sport, je peux lire, je peux regarder des vidéos sur YouTube, écouter des podcasts, je fais ce que je veux, en fait. Et ça veut pas dire que je fais rien. Je fais vraiment ce que je veux. Donc c'est un moment pour moi. Et la troisième chose aussi, je pense qu'il y a une notion aussi d'objectif. Quand on a la sensation de pas avoir le temps, c'est peut-être aussi parfois que nos objectifs sont pas extrêmement bien définis. Ou alors on a nos grands objectifs, genre dans 2 ans je veux que ma société elle soit à ce niveau-là, ou dans 2 ans je veux sortir ma marque, ou dans 2 ans, voilà, on a ces gros objectifs un peu, ces gros enjeux. Mais est-ce qu'on a défini des plus petits objectifs beaucoup plus à plus court terme qui nous permettent de voir l'avancée des choses, tu vois? Si dans 2 ans je veux sortir ma marque, ok, je fais mon rétro-planning pour savoir que d'ici 1 an il faut que j'ai défini la ligne éditoriale, que je sache à quoi ressemble ma marque, que j'ai trouvé mes fournisseurs. Ok, donc si dans 1 an je veux avoir trouvé mes fournisseurs, il faut que dans 6 mois j'ai fini par exemple de faire tout un listing de quel type de fournisseur j'ai besoin, etc., etc. Donc en fait c'est de partir du large, par la technique de l'entonnoir un peu. Je pars de mes grands objectifs et j'essaye de les préciser au fur et à mesure en plus petits objectifs. Pour prendre un exemple à mon échelle, parce que j'ai monté une marque, mais c'est même pas ça mon quotidien. Donc je vais prendre un exemple réellement concret. La semaine dernière, j'ai sorti mon programme de méditation, qui est un programme auquel je pense depuis 1 an. Ça fait 1 an que je sais que je vais le sortir, ce programme de méditation, mais je laissais le temps passer. Oh, je vais le faire, comme mon fils il sera à la crèche, sauf qu'après il tombe malade, sauf qu'après il y a le Covid, sauf qu'après tu vois, il y a tout un tas de trucs qui t'empêchent d'avancer. Sauf que s'il y a 1 an, je m'étais dit, ok, à telle date, il sort. C'est ce que je me suis dit là, il y a 2 mois. À telle date, il sort. Le 2 septembre, mon programme, il sort. Ça veut dire que 1 semaine avant, il faut que toutes les vidéos, elles aient été finies de monter. Donc si elles sont finies de monter, ça veut dire qu'1 semaine avant, je les ai finies de tourner. Donc ça veut dire que les audios qui sont en lien avec les vidéos de méditation, il faut que je les ai enregistrés aussi avant. Et en fait, comme ça, je me fais mes mini-objectifs, tu vois. Mon gros objectif du 2 septembre que mon programme il sort, il bouge pas. Et en fonction de ça, je fais mon rétro-planning avec mes plus petits objectifs. Donc j'ai vraiment fait une technique d'entonnoir qui me permet de gérer mon temps. Et j'aurais pu passer tout ce temps-là à faire autre chose et à ne pas sortir mon programme le 2 septembre. Il pourrait toujours être dans les tuyaux si je m'étais pas fixé cet objectif-là avec ces mini-objectifs qui en découlent. Donc réellement, le temps, c'est une gestion. Comment je le gère et quelles sont mes priorités. Qu'est-ce que le yoga a changé dans ton quotidien? Qu'est-ce qui n'a pas changé, tu dis? Tu sais bien. Le yoga dans mon quotidien. En fait, je crois que le yoga, ça a été ma porte d'entrée officielle dans le développement de moi-même. Parce qu'en fait, j'ai été élevée dans une famille très ouverte à la spiritualité, à la religion, un peu au monde parallèle, tout ça. Ma mère, ma tante, elles sont, disons, connectées, quoi. Donc ça a toujours été normal dans mon environnement. Mais en même temps, moi j'étais comme un électron libre là-dedans, sans savoir vraiment, il y avait pas vraiment de cadre, tu vois, elles faisaient chacune leur truc dans leur coin, et moi j'étais pas forcément intégrée à ce cadre-là parce que j'étais jeune et que c'était à moi de faire mon expérience. Jusqu'à ce que j'entre dans le yoga, et c'est ça a été l'entrée en fait de manière pratique. Donc j'ai commencé par faire des asanas comme tout le monde, donc la pratique physique du yoga, qui en fait m'a amenée à faire de la méditation, qui en fait m'a amené à m'intéresser à la spiritualité, à m'intéresser à l'astrologie, en parallèle le développement personnel, la nutrition et tout un tas de pratiques un petit peu alternatives. Donc il y a à la fois des choses très concrètes, qu'est-ce que je mange, mais il y a aussi des choses beaucoup plus subtiles, en quoi je crois,
Et tout ça, aujourd'hui, ça a construit ma réalité à moi. Donc c'est ce dont je parlais juste avant, c'est on grandit dans une vérité qui nous est proposée par la société, par notre éducation, par nos parents. Et finalement, moi, le yoga, il m'a permis de déclencher ma propre réalité, ma propre vérité et de m'y intégrer et surtout d'accepter que j'avais le droit d'être un peu à contre-courant si ça me semblait être à contre-courant. Pas forcément fitter parfaitement dans les cases et que c'était ok, tu vois. Et d'un point de vue plus, pour en revenir au sujet du podcast, c'est quand même le business. Ça m'a appris beaucoup de patience, de confiance en moi et de tolérance, tu vois, de la tolérance envers moi-même, envers les autres, parce que le yoga c'est l'union, mais c'est aussi l'amour, c'est aussi toutes ces notions très raffinées qui nous permettent d'avancer en équilibre et en harmonie. Et aujourd'hui, ça fait, même si je pratique pas tous les jours d'un point de vue physique des asanas, tous les jours je suis en mode yogi, parce que tous les jours je suis dans quelque chose d'hyper positif et d'hyper bienveillant, et c'est ce que j'essaie d'enseigner aussi, d'enseigner c'est pas le terme, mais de partager avec mon fils, quoi. En fait, tu te rends compte que le yoga pour les enfants c'est naturel, donc c'est ça aussi qui est chouette. Faut juste l'entretenir chez eux. La question que je comptais te poser après, tu y as déjà un peu répondu, donc je vais la retourner différemment. Je comptais te demander, est-ce que spiritualité et business pour toi c'est compatible, mais on comprend dans ton discours que c'est le cas. Du coup, je vais plutôt tourner ma question en te demandant, pour toi, comment ça se concrétise, ou à quel point c'est important. Enfin, est-ce que tu peux nous parler de ton lien entre spiritualité et business, parce que souvent dans l'univers entrepreneurial, ça peut paraître deux choses opposées. Tu fais ça chez toi si tu veux, mais ça n'a rien à voir avec les affaires, comme on dit. En fait, la spiritualité, c'est la vie. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve que on est tous des êtres spirituels. On le développe, on s'y intéresse ou pas. Ça, c'est autre chose. Mais j'ai cette conviction profonde que l'on n'est pas là par hasard. On n'est pas là juste pour naître, vivre et mourir. Non. On est là pour quelque chose de plus grand, on est là pour entretenir quelque chose de plus grand. Au niveau personnel, on est là pour apprendre, et au niveau du grand tout, on est là pour construire. Et du coup, cette vision que j'ai, elle m'accompagne à développer ma carrière professionnelle dans une direction qui est juste. Parce que finalement, quand je mettais la spiritualité de côté, ou je la laissais dans mon cercle exclusivement privé, je développais des activités professionnelles qui n'étaient pas exactement raccord avec qui je suis. Et donc, je m'épanouissais dans mon travail, ça, y a pas de problème. Enfin, en tout cas, les premières années, je me suis épanouie dans mon travail. Et au bout d'un moment, par contre, j'ai senti que ça me manquait. J'ai senti que ce lien entre ma mission de vie, qui pourrait être apparentée à de la spiritualité, et mon travail, il devait être fait. Donc aujourd'hui, au quotidien, je vis pas sans la spiritualité et je travaille pas sans la spiritualité, parce que tout ce que je fais, c'est connecté à mon intuition, c'est connecté à ma conviction que je suis là pour une raison et que j'ai une mission à remplir. Donc quand je crée un programme de méditation, avant de le créer, j'en ai parlé par exemple à des moines bouddhistes, sans pour autant moi-même être bouddhiste, mais c'est vrai que j'en ai parlé à un moine bouddhiste. En lui parlant de ce projet-là, il m'a dit, si on te le demande, tu le fais. Si on ne te le demande pas, t'as pas de raison de le faire. Et en fait, j'ai attendu qu'on me le demande vraiment intensément pour vraiment me mettre à l'œuvre. Et ça fait partie de la spiritualité. Et aujourd'hui, je suis très heureuse d'avoir sorti ce programme-là et de pouvoir être utile et de pouvoir partager cette connaissance et de pouvoir accompagner les gens qui ont envie, quoi. Donc pour moi, c'est indissociable. Parce qu'on pourrait créer plein de choses, on pourrait monter plein de business différents, mais si on n'y met pas de notre essence et de qui l'on est au fond de nous, notre mission, notre raison, notre pourquoi, au final, on fait un truc que quelqu'un d'autre aurait pu faire et ça n'a pas trop de sens. Ce qui compte dans le business, c'est de faire quelque chose qui résonne complètement en nous et qui est vrai avec qui l'on est et ce pourquoi on est là, pour qu'on puisse avoir du plaisir tout au long du projet et tout au long de la vie de cette entreprise-là. Sinon, ça risque d'être un peu mécanique, un peu automatique, c'est dommage, quoi. Est-ce que tu peux nous parler de
de ce concept de mission, parce que t'en as beaucoup parlé pendant le podcast, et puis on en entend parler en ce moment, et je me dis que peut-être ceux qui nous écoutent, pour eux c'est peut-être pas très clair. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ça? Alors, encore une fois, je pense quand je parle de quelque chose, que ce soit là en podcast ou sur mes réseaux ou même en accompagnement avec les femmes, dès que je parle d'un concept, j'explique bien que c'est ma vérité et qu'on a tous des vérités différentes. Donc, ce que je vais aborder là, c'est ce qui pour moi est juste et ça résonne ou ça résonne pas. Après, à chacun de voir à quel point c'est cohérent et à quel point ça vibre à l'intérieur. La notion de mission, c'est que on est des âmes qui s'incarnent dans des corps physiques, et ces corps physiques, ils nous servent de véhicule pour le développement de l'âme. Je pars du principe que l'âme, comme je vous disais, c'est pas juste je nais, je vis, je meurs. Non, il y a quelque chose de plus intéressant que ça, qui est le développement de mon âme au fur et à mesure des vies. Mon âme, elle s'est incarnée dans ce corps-là pour apprendre, pour expérimenter, pour grandir en tant qu'âme. Et donc, la mission de cette vie, aujourd'hui, d'un point de vue karmique, c'est comment mon âme, elle arrive à grandir sur son chemin. Et après, si je me réfère que à cette vie-là, en tant que Safia Ayad, dans ce corps physique, etc., c'est pourquoi mon âme s'est incarnée. Qu'est-ce qu'elle veut apporter au monde? Ma mission, c'est ça. C'est pas du tout tourné vers soi, c'est plus tourné vers l'autre. Quelle est ma mission pour ce qu'on appellerait le grand tout, tu vois, cette espèce de la communauté, quoi, à quoi je sers dans la communauté. Et on a tous des missions qui nous sont propres et qui sont diverses et variées. Peut-être que ma mission c'est de faire du beau et du coup je suis un artiste, ou peut-être que ma mission c'est de divertir et du coup je vais être acteur, ou peut-être que ma mission c'est de prendre soin des gens, donc je vais être assistante sociale, ou je vais être médecin, ou peut-être que ma mission c'est d'inspirer les gens, de les motiver, donc là je pourrais être coach. Enfin tu vois, il y a plein je crois qu'on arrive tous avec quelque chose qu'on a à faire pour le bien commun. Et alors, peut-être que c'est vrai et peut-être que c'est faux, peut-être que je me plante. Il y a aucun problème avec ça, et certainement qu'il y a des gens pour qui ça résonnera pas. Mais même si ça résonne pas, est-ce que c'est pas juste beau de se dire que on arrive là pour co-construire tous ensemble et pour être utile et pour que, à la fin de notre vie, on se dise, ok, voilà, j'ai fait des choses bien, j'ai servi le monde, j'ai grandi par ce service que j'ai rendu, et les autres m'ont accompagné dans cet apprentissage. Moi je trouve que rien que ça c'est chouette, tu vois, même si on se dit qu'on naît, on vit et on meurt et qu'il y a rien d'autre autour, mais ça permet de voir la vie sous un autre angle. Et alors comment on la trouve, cette mission de vie? Cette mission, elle est à l'intérieur de nous, dans notre intuition. Cette mission, elle se trouve quand on arrête quand on casse un peu les schémas, quand on dit, encore une fois, ok, ça c'est la vérité et qu'on m'a proposé, la réalité dans laquelle on m'a mis, mais peut-être que je peux moduler ça autrement. C'est comme ça qu'on trouve sa mission, parce que on ne trouve pas sa mission quand on reste dans ce qu'on nous propose, dans les schémas et les dictats qu'on nous propose. Là, on n'avance pas, notre âme, elle se développe pas beaucoup, elle s'ennuie, c'est pas très chouette. Au contraire, quand on se dit, ok, mes parents, la société, tout ça, mon éducation m'ont offert ça, qu'est-ce que j'en fais par rapport à ce qui résonne en moi? C'est toujours très dur de se connecter à son intuition parce qu'on a l'impression que c'est pas juste, parce qu'on n'en parle pas encore assez, et que on a l'association que ceux qui se connectent à leur intuition, ils sont un peu perchés, et que c'est pas, oui, enfin bon, retourne travailler et faire de l'argent et ce sera beaucoup mieux. Non, je crois pas. Je crois qu'on peut travailler, faire de l'argent et être tout autant connecté à son intuition, parce que justement, on est dans sa justesse. Quand on se connecte à son intuition et qu'on cherche justement sa mission, et ça peut prendre des années, hein, c'est pas parce qu'on a 30 ans qu'on doit forcément avoir trouvé sa mission. Quand on fait cet exercice-là, en fait, c'est un respect qu'on a envers soi-même aussi, de respecter qui l'on est, de respecter notre individualité, le fait que l'on est unique, que l'on soit unique. Donc c'est comme se donner de l'amour quelque part. L'amour et le respect sont très liés. Donc la mission, on la trouve déjà en cassant les schémas, en se connectant à notre intuition, et surtout quand on se connecte à notre intuition, on se connecte vers l'intérieur.
C'est-à-dire qu'on arrête de regarder ce qui se passe à l'extérieur, on arrête de se comparer, on arrête de regarder que les chiffres et de faire des benchmarks et de la veille et des trucs et de ne se tenir qu'à ça. Parce qu'évidemment, la veille et les benchmarks sont hyper importants, les études de marché, c'est nécessaire. Mais il y a aussi la part qui vibre en moi, qu'est-ce qui est juste. Et il y a plein de choses que l'on peut faire. Hier encore, j'en parlais avec, c'est pas de l'entrepreneuriat, elle est assistante sociale, c'est une femme que j'accompagne qui est assistante sociale. Et elle est aussi dans des schémas. Le social, c'est des schémas, non, elle est psychologue, pardon. Elle est psychologue, donc elle a plein de choses qui sont des règles à respecter, des grands courants de pensée qu'elle a étudiés, etc. Donc elle respecte tout ça. Mais il y a un moment, elle s'est retrouvée face à un jeune homme qui a 18 ans et qui a été élevé dans la colère, dans la violence. Donc il est plein de colère et de violence. Et il était dans une phase vraiment très colérique. Et elle me disait, normalement, j'aurais dû le prendre en entretien et discuter avec lui et essayer de comprendre d'un point de vue psychologique ce qui se passait. Et au contraire, ce qu'elle a fait, elle a écouté son intuition, elle s'est connectée à son intuition à elle. Elle a mis de la musique douce et elle a laissé la musique opérer. Donc, ils ont eu un moment de relaxation où le gars, il est ressorti, mais apaisé, tranquille, heureux. Et ça a duré 48 heures où il était dans un état qu'il n'avait jamais connu, probablement, parce qu'on lui avait offert quelque chose de différent, qu'elle avait osé sortir de ce que l'école lui avait proposé et qu'elle avait osé se connecter à son intuition. Là, elle a senti que c'était de la musique et du calme qu'il fallait à ce gamin, à ce jeune, et effectivement, c'est ce qui était juste. Donc ça peut s'appliquer aussi à l'entrepreneuriat, même si on doit regarder les chiffres, regarder les tendances, regarder ce qui se passe sur le marché. Il y a aussi beaucoup qu'est-ce qui résonne en moi et pourquoi je suis là et qu'est-ce qui est juste et pourquoi c'est moi qui fais ça. Parce que sinon, autant que ce soit le voisin qui le fasse. Il y a quelque chose qui me vient en t'écoutant, notamment pour les entrepreneurs du bien-être, du social, etc., comme c'est ton cas d'ailleurs. C'est souvent cette problématique, tu sais, de un peu une dissonance cognitive qui s'installe entre ma mission, c'est d'aider, c'est de rendre service, c'est d'accompagner, et donc ça peut être compliqué de demander de l'argent en échange. C'est une problématique qui vient souvent dans les syndromes du thérapeute là. Alors ça peut être une question plus globale que je te pose de légitimité finalement, mais voilà, comment qu'est-ce que tu pourrais nous partager là-dessus sur le fait que t'es peut-être thérapeute, t'es peut-être dans le bien-être, etc., mais t'as aussi le droit de vivre de cette activité et en même temps je veux rendre service, donc je veux que ce soit accessible au plus grand nombre, enfin voilà. Je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre tout. Je suis passée par là aussi, et puis il y a encore des jours où je me pose les questions, même quand je sors mon programme de méditation la semaine dernière, jusqu'au dernier moment, le prix, il est en discussion dans ma tête, tu vois. Parce qu'effectivement, j'aimerais l'offrir, mais que grossièrement, tout travail mérite salaire. Donc c'est normal de demander un prix. Je pense pas qu'on soit... La notion d'argent, c'est compliqué parce qu'on a l'impression qu'à partir du moment où on facture, ça perd de sa beauté, de sa splendeur et de sa douceur, de l'amour qu'on peut y mettre. Et en fait, j'ai fait la paix avec ça, moi, en jumpant dans le vif du sujet et en me mettant en danger. C'est-à-dire que j'ai proposé mes premiers coachings le mois dernier payants, parce que je les ai gratuits jusqu'à présent. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que les filles, elles sont OK de payer. Et que ça leur paraît juste. Et qu'en fait, c'est un cadeau qu'elles se font. Et dans les métiers du bien-être comme ça, souvent c'est ça. C'est des cadeaux que les gens se font. Et c'est pas tant quelle valeur j'ai. C'est plus, oui, il faut que je trouve le juste prix, mais c'est pas tant la valeur que l'on se met à soi. C'est plus, qu'est-ce qui est juste pour que moi je puisse vivre correctement, que la personne en face puisse profiter, s'offrir ça sans que ce soit forcément normal, parce qu'effectivement se payer un coaching à 500 €, c'est pas un truc qu'on va faire tous les mois, mais que ce soit accessible et qu'en même temps ça soit juste pour moi. Donc en fait c'est une idée de comment je trouve le juste prix. Et ça, encore une fois, pour trouver le juste prix, je me suis beaucoup connectée à mon intuition. Et je rigole parce que je suis pas sûre que dans le jeu télévisé du juste prix, ils se connectent à leur intuition. Mais en fait, quand vraiment je pense prix,
je vois comment ça résonne en moi, tu vois, et je me dis ouais, là c'est ok. Et j'essaie aussi de me mettre à la place des gens et de me dire, est-ce que moi, avec l'ouverture d'esprit que j'ai aujourd'hui et qui est celle de plein d'autres gens, est-ce que je serais prête à payer ce prix-là si j'étais dans le besoin de ce service? Et en fait, en me mettant aussi à la place de l'autre, j'ai fait la paix avec ça, avec le fait de faire payer. Mais encore une fois, c'est une question d'équilibre parce qu'il y a plein de choses que j'offre. Il y a des choses que je vends très peu cher parce qu'il y a d'autres choses comme les accompagnements qui sont beaucoup plus engageants. Et le juste prix pour moi n'est pas forcément le juste prix pour quelqu'un d'autre, mais faut pas avoir peur de ça. Les gens sont prêts aujourd'hui à payer pour se faire du bien. Et on est tous prêts à ça. Même si ça veut dire que pendant 6 mois, on va devoir mettre de côté pour se payer une retraite de yoga à 500 €. Et si vraiment on a envie de le faire, voilà, aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à le faire. Et effectivement, il y a aussi beaucoup de gens qui ne pourront jamais le faire, et c'est pour ça que moi, ça me semble important de continuer à offrir des choses gratuitement, parce que ça fait partie de la vie que de donner aussi. Ouais, c'est ça. C'est une très belle note pour finir ces questions business. Et pour finir, j'ai quelques questions bien-être, et déjà, je voudrais, si t'es ok, évidemment, que tu nous parles un peu des difficultés que t'as rencontrées depuis que t'es à ton compte. Alors, tu nous en as parlé un petit peu au début, mais maintenant, avec ces 8 ans de recul, ça a été quoi les plus grosses difficultés pour toi? Il y a eu l'image que je renvoie. Ça a été très dur, en fait, bon, après, c'est parce que j'étais sur les réseaux sociaux. C'est encore un cas un peu particulier, mais de se rendre compte que l'image que l'on a de soi, c'est pas toujours l'image que les autres voient. Et ça a été très dur au début de recevoir des messages de gens où c'était très violent, où on me faisait des remarques sur mes manières, sur ma non-authenticité, sur le fait que je sois superficielle, enfin des trucs où c'était complètement à l'inverse de ce que je pensais être. Non, pas de ce que je pensais être, mais de ce que j'étais et de ce que je pensais du coup renvoyer. Donc ça a été très dur parce que du coup ça a un peu flagellé mon estime de moi-même, et ça a pu me freiner dans certains cas dans mon entrepreneuriat. Et puis dans un autre registre, il y a eu aussi ce split entre Safia Ayad, l'entrepreneur, et Safia Ayad, la femme, quoi. Donc un peu le pro-perso, je pense que tous les entrepreneurs vivent ça, cette difficulté. Et en fait, aujourd'hui, je crois que je fais plus de distinguo entre les deux. J'ai beaucoup essayé de cadrer. Bon, ça, c'est Safia Ayad du pro. En plus, avant, j'avais un autre pseudo, je m'appelais Safia Vendôme. Donc, il y avait ça, c'est Safia Vendôme, ça, c'est Safia Ayad, en off, en perso, machin truc. Puis, j'ai décidé que Safia Ayad, c'était aussi mon nom sur les réseaux, et mon nom de coach, et mon nom de prof de yoga, tout ça, bref. Et du coup, j'ai lissé tout ça, et je me suis dit, mais en fait, mon travail, il fait partie de ma vie, comme mon rôle de maman fait partie de ma vie, comme tout fait, ça n'a pas, j'ai arrêté de compartimenter trop. Je sais pas si c'est une façon qui est, je sais pas si ça correspondrait à tout le monde, mais moi, ça me va bien parce que j'aime tellement ce que je fais, que j'arrive à le faire avec cohérence, dans la mesure où ça n'envahit pas ma vie de famille, ça n'envahit pas mon perso, alors que je travaille de la maison, mais j'adore ça. Que voilà, c'est homogène, quoi. Ça a été très dur pendant un moment de trouver cet équilibre. J'imagine que c'est un vrai challenge. Alors pour tous les entrepreneurs, il peut y avoir la question est-ce que je prends mon nom, est-ce que je prends un nom de marque, de faire des pivots d'entreprise, etc. Mais toi, effectivement, encore plus quand tu es sur les réseaux sociaux, parce que j'imagine que quand tu fais le choix d'exposer Safia Ayad, nécessairement tu impliques certainement peut-être ta maman. Je crois que tu as eu le souci avec ton fils, de gens qui avaient trouvé son prénom sur Twitter, enfin je crois que... Donc j'imagine qu'en plus tu peux avoir la problématique d'être un peu happé par ces centaines de milliers de personnes qui te suivent, quoi. Mais ça a été vraiment en fait ça a été vraiment la famille quand j'ai voulu officialiser mon nom de famille. Ça a été vraiment dans ma tête, je voyais mon oncle que j'aime profondément, et je me disais, mais est-ce que réellement il a envie que notre nom soit public? Et en fait, pendant des années, ça a été ça. Et sans que je lui en parle, j'en ai pas parlé jusqu'à un certain point, et justement, à un moment, je lui ai dit, écoute, tonton,
en fait, j'aimerais bien changer de nom et m'appeler Safia Ayad sur les réseaux et que tout le monde sache. Et en plus, je sortais mon livre à l'époque, donc j'avais envie que ce soit marqué Safia Ayad en grand. Enfin, vraiment, j'avais envie d'exposer mon nom de famille. Et ce qu'il m'a dit, parce que c'était au moment de mon livre, je disais, du coup, j'aimerais bien que ce soit Safia Ayad sur mon livre. Il m'a dit, ah bah, tu nous paieras des royalties. Tu vois, il nous a dit ça en rigolant, genre, tu nous paieras des droits d'auteur, en gros. Enfin, mais en mode rigolade, tu vois. Il était trop fier que je puisse mettre notre nom de famille sur le livre et que je puisse m'appeler Safia Ayad et pas Safia Vendôme, qui en plus était un nom qui résonnait pas vraiment avec qui je suis. Et en fait, je me suis dit, ah, mais en fait, il est trop content que je le fasse, tu vois. Il est dans son mode, dans sa rigolade constante et ça le fait délirer que je puisse prendre le vrai nom et il est fier de moi et donc j'y vais. Mais il y avait cette barrière-là. Et puis après, une fois que la barrière de mon oncle était passée, j'ai pas eu peur que les gens, ils aillent fouiller parce que j'avais confiance, quoi. Je trouve qu'il y a un peu dans ton discours, pour reparler un petit peu de spiritualité, enfin c'est l'impression que ça me donne de l'extérieur, je sais pas si c'est le cas, mais que plus t'as avancé vers ta mission, qui tu étais, plus tu t'es aligné, plus les choses ont été fluides. Et finalement ça c'est, tu vois, dans ma tête je vois un peu un espèce de rouage qui fait clac clac clac, genre ça t'a suivi quoi, tu vois. Oui. Non, c'est très vrai parce que enfin, je reste persuadée que la vie, elle nous donne ce dont on a besoin au moment où on en a besoin. Et c'est pas que ça doit être fluide tout le temps, sinon on se ferait chier, hein. Ça c'est clair. Mais en tout cas, on a les bonnes réponses, quoi. On a les choses on reçoit les choses qui nous font avancer. Et je pense que si parce que mon fils c'était une surprise, on n'avait pas vraiment prévu d'avoir un enfant à ce moment-là. Mais quelque part, je me dis, s'il est arrivé à ce moment-là, c'était justement pour me mettre une grosse claque dans ma gueule et me replacer concrètement sur mon chemin. Et parce que j'y étais pas, quoi. J'osais pas y aller. J'avais envie, mais j'osais pas parce que je gagnais très bien ma vie, ça marchait, tout roulait. J'étais pas hyper épanouie, mais ça allait. Et là, oh bim, tiens, surprise, tu vas te reclasser, tu vas faire ce pourquoi t'es venu là. Et effectivement, depuis, il y a plein de questions. Tout le temps, je me remets en question. Tout le temps, je me questionne sur est-ce que c'est juste, est-ce que je fais bien de faire ça. Mais je me pose la question et j'ai tout de suite la réponse parce que ça avance, c'est fluide, quoi. Alors, sur une note plus joyeuse, quelles ont été, à tes yeux, à l'inverse, tes plus grandes réussites? En fait, je peux pas mesurer la réussite à des chiffres. Moi, c'est un truc qui me donne un peu de l'urticaire. Je crois au contraire que je suis en train de vivre ma plus grande réussite et je dis ça en toute humilité réellement. Mais en tout cas d'un point de vue émotionnel, ce que je ressens est très juste aujourd'hui. Je ressens que je suis à ma place et il n'y a pas de conflit entre ce que je veux faire et ce que je fais, ce qui a pu être le cas pendant mes premières années où en fait j'étais vraiment dans une frénésie où j'ai adoré faire ce que je faisais plein de projets hyper chouettes, mais il y avait quand même quelque chose qui me manquait. Donc en fait, même si je gagnais beaucoup mieux ma vie avant, pour en revenir aux chiffres, où je gagnais beaucoup d'abonnés, j'avais des contrats tout le temps, c'était vraiment plus, toujours plus, donc on aurait pu considérer que c'était ça la réussite. Au final, c'est plus ce changement de cap, ce revirement un petit peu, ce changement de cap, ou plutôt ce réalignement, qui pour moi est la meilleure des réussites, parce que maintenant je m'épanouis, quoi. Et quand j'en parle avec des amies à moi qui, elles, sont pas très heureuses dans leur travail, j'essaye de me remettre ne serait-ce que 3 ans en arrière, de revoir le chemin que j'ai parcouru pour leur donner mon expérience et peut-être les accompagner à ce que elles puissent à leur tour trouver cet épanouissement. Mais je crois que c'est ça, vraiment, ma plus belle réussite, c'est maintenant. C'est le fait d'être devenue coach, prof de yoga, créatrice de contenu, de jongler entre tout ça et de me sentir utile, quoi. Eh ben, la traditionnelle question de fin, Safia, c'est quels sont tes conseils pour entreprendre heureux? Vraiment, il y a un truc qui, moi, je l'ai déjà un peu dit tout à l'heure, mais le plus important, c'est pas ce que font les autres, mais c'est ce qu'on a envie de faire de soi. Dans l'entrepreneuriat, et quel que soit le business que l'on souhaite monter, tout le monde est capable de monter à peu près n'importe quoi. Mais c'est notre énergie, notre essence qui fera la différence par rapport à si c'était notre voisin qui le faisait.
Et c'est ça qui compte, en fait. C'est comment moi, je l'interprète, comment moi, je le sens, comment moi, je veux le faire. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus difficile de faire d'entreprendre à plusieurs, parce que du coup, il faut combiner plusieurs essences et plusieurs énergies, mais c'est aussi ce qui nous emmène plus loin, hein, bien évidemment. Mais c'est ne pas se focaliser exclusivement sur l'extérieur, sur ce qui se fait, sur le marché, sur les tendances, sur ci, sur ça, sur le benchmark, sur la veille, comme on en a parlé juste avant. Mais aussi revenir beaucoup à ce qui sonne juste pour soi et ce pourquoi on a envie de servir, en fait. Parce que quand on entreprend, c'est parce qu'on a envie de répondre à un besoin. Donc à quel besoin je veux répondre, comment je veux y répondre, et qu'est-ce qui est juste pour moi depuis le départ et qui continue à être juste jusqu'à ce que je lance mon projet et que je le run, etc. Toujours se reconnecter vers soi. Aller vers l'intérieur beaucoup plus que vers l'extérieur. On oublie, en fait. Est-ce que tu as envie ou besoin de rajouter quelque chose avant de conclure cet épisode? J'imagine qu'il y a plein d'autres entrepreneurs qui ont parlé de ça sur ton podcast, mais la vie d'entrepreneur, c'est extrêmement dur. En fait, c'est un peu comme la vie de parent. C'est extrêmement dur, mais en parallèle, c'est extrêmement gratifiant. Moi, je crois que dans la vie, tout est équilibré. Quand on a beaucoup de galères, c'est parce qu'on a aussi beaucoup de bonheur à venir ou beaucoup de positif qui doit en découler. Donc en fait, l'entrepreneuriat, on galère, on cravache, on se donne beaucoup. Parfois, on voit pas les résultats. Parfois, il y a des résultats et puis après, on retombe. Donc émotionnellement, c'est difficile, mais c'est ce qu'il y a de plus enrichissant d'un point de vue professionnel, je trouve. Et je vous dis ça alors que j'ai été salariée avant et que, je travaillais avant d'être entrepreneur. Et aujourd'hui, je ne verrai pas, en fait, revenir salariée parce que je trouve que cette liberté d'action et, en fait, c'est un peu les montagnes russes tout le temps. Et moi, j'aime bien. Je trouve ça stimulant, en fait, de me dire que ça dépend que de moi de remonter la pente. Et ça ne dépend que de moi d'apprendre quand je me plante. Et il faut quand même toujours garder en tête que même si c'est dur, ça vaut le coup, en fait. C'est vraiment extraordinaire de pouvoir entreprendre et surtout d'entreprendre en ayant cette idée qu'on veut être utile et qu'on veut servir, qu'on veut répondre à un besoin et qu'on veut faire avancer le schmilblick, en fait. Je trouve que c'est beau. C'est vraiment chouette. Ouais, c'est une très belle note pour conclure cet épisode. Merci beaucoup, Safia, d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi. Voilà pour cette interview avec Safia. Je te remercie de l'avoir écoutée jusqu'au bout. Et bien entendu, je remercie Safia. Je remercie Safia d'avoir pris le temps de venir répondre à mes questions pour Bien dans ta boîte. Je remercie Safia d'avoir pris tout ce temps et de nous avoir partagé autant de conseils et de valeurs pendant cette heure à peu près, je dirais, d'interview. J'espère que cet épisode t'a plu et que je vais pouvoir te retrouver prochainement sur le groupe privé Facebook, peut-être sur Instagram, peut-être dans la newsletter, enfin bref, il y a 1001 façons sur Bien dans ta boîte qu'on puisse se retrouver. N'hésite pas, si tu es sur la partie blog de Bien dans ta boîte, que tu écoutes ce podcast par là, à laisser tes commentaires ou même sur les réseaux sociaux. Je pense que ça nous fera plaisir à toutes les deux, à Safia et à moi, de voir que l'épisode t'a plu. Et n'hésite pas, bien entendu, à le partager à une éventuelle personne que ça pourrait intéresser ou à qui ça ferait du bien d'entendre les conseils de Safia. Si tu es sur Apple Podcast et que tu as 3 secondes à m'accorder, je t'invite à laisser 5 étoiles à ce podcast. C'est gratuit, ça prend 2 secondes et moi ça m'aide à faire connaître le podcast et à faire, en l'occurrence, connaître aussi les super interviewés qui acceptent de venir te partager tout ça sur ce podcast. Je monopolise pas la parole plus longtemps, je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao.